suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 27. L'histoire de Margot. Assise dans une salle d'attente, Margot s'amusait à scruter subtilement les autres visiteurs de la clinique qui patientaient avec elle dans cette aire trop éclairée pour l'heure hâtive. Son écran de cellulaire affichait 8h23. Les gens qui l'accompagnaient de force dans cette attente semblaient, pour la plupart, encore endormis. À loisir, elle pouvait jeter des œillades à la dérobée sur ce groupe d'humains cloués à leur siège, au grand plaisir de son sens de l'observation. Lui là, en face d'elle, très âgé, qui tenait la main d'une femme du même âge que lui. Leur geste tendre la touchait. Décidément, l'amour existait encore, ou du moins l'accompagnement au quotidien, la camaraderie indéfectible. Il y avait une femme de son âge à elle, installée un peu plus loin. Mère, occupée à gérer sa progéniture bien élevée, 2 filles, une à droite, l'autre à gauche d'elle. Margot n'avait pas d'enfant. Cette femme, cette mère, de son âge, elle avait de beaux cheveux noisettes et des traits fins, des lèvres presque effacées, des yeux en fente, un nez un peu allongé, mais l'ensemble créait une agréable harmonie à admirer. Les fillettes, quant à elles, ressemblaient déjà à leur maman, chacune à leur manière. Margot avait toujours été fascinée par cette loterie de la nature, celle de la génétique. Depuis 300 de millénaires, les humains naissaient et mouraient, pour un total tournant autour de 80 milliards d'individus bipèdes depuis l'origine de l'espèce. Et pas 2 spécimens n'avaient été exactement les mêmes par leur ADN, mis à part peut-être des individus jumeaux dits monozygotes, c'est-à-dire issus d'un seul ovule. Mais même dans ces cas-là, une récente étude de chercheurs islandais avait révélé que des mutations surviendraient pour différencier le génome de ces 2 humains. Quand Margot observait ses semblables, leur enveloppe de chair, sa fascination était donc réelle, ancrée dans cette preuve incarnée de notre unicité toute particulière que devenaient tous ces homo sapiens qu'elle côtoyait. Elle remarqua ensuite un homme, un peu plus jeune qu'elle, mâchoire définie, chevelure bouclée, lustrée naturellement, barbe naissante, yeux fermés. Sa bonne posture indiquait qu'il était tout de même en état de vigilance, comme en méditation. Oui, c'était sans doute cela. Ses paumes étaient ouvertes vers le haut, déposées sur ses cuisses. Il devait profiter de ce moment pour se recentrer, se positionner, confirmer sa présence dans l'ici et maintenant. Margot, stoppant sur lui son regard un peu plus longuement qu'il ne lui aurait fallu pour passer incognito dans son exercice de scannage de la petite assemblée, s'admit que c'était parce qu'elle le trouvait attirant. Il lui rappelait un amant qu'elle avait beaucoup désiré à une époque où elle le rencontrait sur une base hebdomadaire. Même chevelure, même allure. Cet amant, elle l'avait croisé dans un parc, un après-midi, et comme l'homme de la salle d'attente, elle avait d'abord remarqué celui qui deviendrait un partenaire intime pendant qu'il était en position assise, lui installé sur un banc public. Dans cet espace extérieur et verdoyant, elle l'avait examiné à distance avant de prendre la décision d'aller s'asseoir à ses côtés. Une conversation débuta entre eux et, une chose menant à l'autre, ils s'étaient retrouvés attablés dans un petit restaurant de quartier non loin de là afin de la poursuivre. Dans les semaines qui suivirent, leurs atomes crochus les avaient guidés à explorer une intimité qui les avait tous les deux surpris.
Pour commencer, Margot préférait habituellement partager de l'intimité physique avec des femmes, mais se situant entre un 4 et un 5 sur l'échelle de Kinsey, se retrouver seule à seule avec un homme ne lui fut pas déstabilisant, cependant qu'elle n'en avait jamais retiré autant de contentement qu'avec ce nouveau partenaire masculin. Avec lui, elle se découvrit un plaisir pour le sexe pénétratif, comme elle n'en avait pas fait l'expérience jusqu'à ce point-là dans son existence. Elle aima se sentir remplie parfaitement par un membre vivant qui battait en elle, pulsait en elle. Elle apprécia comment son amant bougeait son corps pour danser avec le sien afin de faire glisser son sexe dressé, le retirer, changer d'angle, en la manipulant elle, en la prenant par les hanches pour optimiser leur fusion, au moyen de la force de son corps masculin. Avec les femmes, elle utilisait des jouets, des godemichés attachés à des sangles pour se faire prendre ou prendre. Mais la sensation de ce sexe de chair et de sang était incomparable. Surtout que celui de cet amant semblait taillé à la juste mesure par la nature pour son sexe à elle, sans parler du plaisir de se faire soulever tout entière d'un coup, une sensation qu'elle n'avait jamais expérimentée avec une partenaire au féminin. En observant l'homme dans la salle d'attente qui ouvrait maintenant les yeux, son nom ayant été prononcé via le système d'appel jappant dans l'air commune, elle se souvenait de tout ce bonheur qu'elle avait découvert à l'époque, avec cet amant qui, de son côté, avait aimé sortir du format du moule des corps de femmes avec qui il partageait habituellement de l'intimité physique. Margot avait des rondeurs qu'elle portait avec confort et bonne estime. Son corps voluptueux avait permis à cet homme de découvrir que l'on peut repousser ses limites préférentielles, les modifier. Margot et lui avaient développé un lien de transparence qui leur donna accès à ce genre de confidence l'un avec l'autre, de ce que l'autre avait provoqué de nouveautés pour l'un et l'autre. Et les deux étaient d'accord pour reconnaître que leur complicité conversationnelle les avait aidés à passer outre leurs standards personnels, leurs idées préconçues. Une femme entra dans la salle et se dirigea au comptoir pour confirmer son rendez-vous. Margot ne put faire autrement que suivre chacun de ses mouvements, magnétisée. Son habillement n'avait rien d'accroche-l'œil, mais, comme pour l'homme qui lui avait rappelé son amant du passé, c'était son énergie, ce qu'elle dégageait qui capta son attention. Et cela aussi fascinait Margot, qu'au-delà de notre enveloppe corporelle, ce qui nous anime peut émaner si significativement que ce corps invisible en devienne perceptible, du moins pour certains. Avec toutes ces années d'observation à son actif, elle pouvait humblement affirmer avoir développé cette capacité à repérer ce champ énergique débordant des individus, à n'en percevoir sa qualité. Parfois, cette aura traduisait une tristesse, une lourdeur. Parfois, c'était une nervosité suspicieuse. Mais là, de cette nouvelle venue dans cette pièce suréclairée, l'effet fut de l'ordre de l'envoûtement. Plutôt que de prendre place sur un siège, la femme ressortit de l'air commune une fois son rendez-vous confirmé, aussi vite qu'elle y était entrée. Et Margot, sans réfléchir, bondit pour la suivre. La puissance de son charisme était à ce point foudroyante. Sans surprise, les deux étrangères se retrouvèrent dans l'espace des toilettes, où Margot ne put pas passer inaperçue, puisqu'elle faillit frapper l'autre femme avec la porte de la pièce restreinte lorsqu'elle la poussa. « Je suis désolée », qu'elle bredouilla. « Aucun souci », que l'inconnu formula avec un détachement poli. Margot pénétra une cabine, fit ce qu'elle devait y faire pour justifier sa présence dans ce lieu, et les deux se retrouvèrent devant le grand miroir et les lavabos en même temps. Margot ne put se retenir d'entamer une conversation. « Vous êtes différente. » La femme semblait un peu plus âgée qu'elle, mais le vouvoiement était surtout respectueux de leur statut d'inconnus l'une face à l'autre. Élisabeth ne put faire autrement qu'interrompre son lavage de mains pour se tourner et faire face à cette jeune femme au visage avenant. Elle remarqua tout de suite son regard pétillant, qui lui rappela celui de Florence, une partenaire qu'elle avait tant aimée. Il y avait de cela une vingtaine d'années. Sa mémoire replongea dans son passé,
auprès de cette femme avec qui son corps avait goûté à l'extase. Cette jeune femme semblait voir en Élisabeth quelque chose qui l'attirait. Ses prunelles révélaient son appétit, et de fait Margot osa un « Vous êtes magnifique » comme seconde déclaration. Décidément, les mots de cette humaine semblaient faire fi de sa pensée, pour plutôt choisir de courir nue dans les rues du territoire de l'intersubjectivité, en criant haut et fort « Ohé, nous voilà !» Différente, magnifique. Élisabeth fit écho à sa pensée. Et toi, cher inconnu, tu es bien délié des conventions. Margot rougit. Elle le sentit par le feu à ses joues. Elle connaissait bien cet effet qui l'embrasait parfois. Élisabeth trouva cela charmant. Tu séduis souvent les étrangères dans les WC? Non, bien sûr que non. Et puis, je vous ai d'abord aperçu à la clinique. Tu m'as suivi jusqu'ici? Prise de court, la jeune amourachée souffla tout bas. Oui, je vous ai suivi jusqu'ici. Élisabeth fut touchée par son courage, par son geste, par sa transparence. Elle s'avoua que la jeune femme était belle à voir. Pour la récompenser, elle avança son corps vers celui de cette impétueuse, afin qu'elle décode son consentement à ce moment de séduction. Et puis, elle s'avança encore plus près, pour cette fois aller souffler dans l'oreille de celle qui était devenue une statue de sel. Tu es différente et magnifique, toi aussi. Mon corps est toujours ouvert au partage des plaisirs, si cela t'intéresse. Margot avala sa salive, sidérée, avant de répondre « Oui, je le suis ». Une sonnerie de cellulaire les sortit de ce rêve éveillé. L'individu en charge de l'administration de la clinique cherchait Margot. « C'est à votre tour ». Une fois l'appel fini, Élisabeth saisit l'appareil de la jeune femme pour se texter un coucou. Margot tituba jusqu'à son auscultation. « Docteur, c'est officiel. J'ai une flèche dans le cœur. » Enfin, j'y touche, à ce sujet que trop peu osent nommer, celui que l'on retrouve comme trame de fond dans toute cette fiction tout juste terminée, et de manière plus précise dans cette phrase tirée de ce récit. Son corps voluptueux avait permis à cet homme de découvrir que l'on peut repousser ses limites préférentielles, les modifier. L'idée des préférences, de ces préférences que nous avons tous, de ces préférences qui nous guident dans nos appréciations des gens qui nous entourent, de ces préférences qui nous aident à décider qui garder dans nos vies ou non comme partenaires intimes. Ce n'est pas rien. Mais également, et sans trop le réaliser consciemment, nous nous entourons d'amis qui répondent à nos critères de sélection. Et oui, comme les employeurs le font, nous sélectionnons nos amis. Du moins, j'espère que vous le faites. J'espère que vous choisissez les gens qui sont dans votre vie pour partager ce sentiment qu'est l'amitié, tout comme ces gens vous ont également choisi. Une sélection à double sens. L'amitié est notre famille choisie. Nos préférences nous orientent sur qui aura ce rôle dans notre existence. Par exemple, les amis que je veux dans ma garde rapprochée, je les souhaite généreux et à l'écoute, comme je tente de l'être à leur égard. Mes amis, je les apprécie aussi ponctuels, une qualité qui m'est chère, que j'associe à une forme de respect. Mais pour plusieurs humains, la ponctualité rime avec rigidité et contrainte. Alors, je dois m'assurer de bien la nommer en début de connexion avec de potentiels nouveaux amis. De bien nommer ma préférence sur le fait que la ponctualité soit comprise par eux comme importante pour moi. L'étymologie de préférence nous ramène, sans grande surprise, à celle du verbe préférer, duquel ce nom féminin est dérivé. Préférer serait né vers le XIVe siècle, emprunté du latin praefere, lui-même composé de prae, signifiant devant, avant, et fere, traduisant quant à lui porter, supporter. La 9e édition du dictionnaire de l'Académie française nous apprend, en plus des racines de ce mot, que sa définition à ce verbe préféré serait celle-ci. Aimer mieux mettre au-dessus
de déterminer en faveur d'une personne, d'une chose, plutôt que d'une autre. Alors mon idée de sélection pour nos amitiés n'était pas fausse. Certaines qualités nous permettent de procéder à une analyse de ce que nous déterminons en faveur de certaines personnes plutôt que d'autres. Dans mon cas, la générosité, l'écoute, la ponctualité, pour ne nommer que celle-ci. J'ai dit en début de ce segment transitoire que trop peu osent nommer ce sujet des préférences. En effet, dans mes années d'explorations intimes, j'ai souvent essuyé du jugement défavorable lorsque j'osais préciser certaines des miennes à de potentiels individus, partenaires intimes. Comme la fois où, un jour, avant une expérience de plan à 3 sur le point de se concrétiser avec une candidate dénichée via Field en 2019, afin qu'elle se joigne à mon partenaire principal d'alors et moi-même, j'ai osé trouver les mots pour lui demander, respectueusement, si son sexe était épilé ou non. Sa réponse fut tranchante. Quelle pauvre personne limitée j'étais en lui demandant une telle chose. Et oui, en passant, son sexe était épilé, mais je ne le verrais jamais puisqu'elle choisissait de mettre fin à notre connexion, basée sur un de ses propres critères de sélection, mon manque d'ouverture selon elle. Bon. En 2022, j'ai tenté autre chose via Tinder, l'appli que j'ai alors utilisée pendant quelques semaines pour trouver un homme qui pourrait me prendre comme j'en avais besoin. Cependant que pour cela, il faut que ce partenaire au masculin soit membré d'un pénis mesurant au moins 7 pouces en érection pour tirer de moi le minimum de plaintes. J'en ai déjà fait mention dans d'autres épisodes, pardonnez-moi la répétition. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à cette époque, dans cette quête du moment, j'ai osé écrire sur ma fiche descriptive que je suis une size queen, terme né dans la communauté gay et qui, selon le Collins Dictionary, veut dire en American English, a person who prefers a sexual partner with a large penis. Je me souviens de mon explication d'alors formulée à des candidats avec qui je matchais pour justifier ce critère de sélection que j'osais nommer à ce stade. Terme que la presque totalité n'avait pas lu, pas compris, pas recherché. Vois-tu, les corps humains, celui d'un homme cis et d'une femme cis, ils s'embouffent, ils s'emboîtent, ils sont comme deux bouts de puzzle qui se joignent. Si ton bout de puzzle ne mesure pas au moins 7 pouces en érection, tu seras perdu dans ma chatte plus spacieuse que la normale. Je suis une grande femme physiquement 6 pieds. Peut-être que ceci explique cela, comme au moins 2 partenaires me l'ont dit dans mon passé. Peu importe, mes enfants sont nés par césarienne, ne passant pas par mon canal vaginal, ce qui aurait pu le modifier. Donc, je sais que c'est Dame Nature qui en a décidé ainsi pour la femme que je suis. Et je sais aussi que pour mon plaisir et pour celui d'un partenaire au masculin, il me faut ce critère de base. Mais comment osais-je le nommer? Comment osais-je discriminer de la sorte tous les hommes qui ne répondent pas à ce critère? J'ai abandonné l'utilisation de ce terme, cette précision de ma préférence basée sur des faits bien réels parce que c'était trop. Je suis revenu à tenter de la nommer en cours de chat avant la rencontre dans la réalité et ou à croiser les doigts quand l'homme cis baisse son pantalon au moment de l'intimité physique. Je vous le demande donc. Pourquoi est-ce que nommer une préférence devrait être reçu comme étant une limite restrictive et discriminatoire par un individu qui l'entend? Bien sûr, tout est dans la livraison. Selon moi, les mots ressemblent parfois à des chiffres en ce sens que, l'un uni à l'autre, un mot après l'autre, il y a construction de formules qui génèrent un résultat. Les mots que nous choisissons font la différence dans la réception de leur sens, de leur interprétation par notre interlocuteur. Si je dis à quelqu'une que j'ai une préférence pour un sexe glabre, m'assurer de compléter en précisant que cela ne signifie pas pour autant que je suis fermée à toute intimité physique avec elle si son sexe est poilu. Mais qui ose nommer ce genre de préférence? Quelle femme ose dire à un homme la taille du phallus bandé qu'elle préférerait recevoir en elle? Quelle grandeur physique aussi pour un homme, aussi grand que moi ou plus, s'il vous plaît? Ou quelle taille de sein pour une femme? Moi, je suis attirée par les petites poitrines, pas les plus lourdes et pleines. Ah voilà, l'attirance.
Ce mot, il passe déjà mieux au conseil social que ceci malmené, préférence. L'attirance est de l'ordre de l'irrationnel, de l'instinctif, du coup de dé de dame nature. La préférence, c'est un choix, une séparation entre ce que nous aimons beaucoup et ce que nous aimons moins. Peut-être qu'elle est là la clé à mon questionnement du pourquoi une préférence est souvent interprétée comme étant négative. Personne n'aime sentir qui, elle, n'est pas désirable dans son entièreté. Et pourtant, il est évident que nous ne sommes pas le cup of tea of everybody. Cette dame nature fait foutument bien les choses et s'assure que chacun trouve chaussure à son pied. Tiens, justement, un kink comme le fétichisme du pied. Ça aussi, c'est une préférence. Donc oui, l'attirance physique, cet instinct, ce oomph qui nous fait dire oui ou non quand on croise le chemin d'un potentiel partenaire d'intimité. Ce facteur mystérieux que l'on ne peut pas contrôler, cette étincelle. Mais aussi les préférences basées sur nos expériences antérieures, sur nos désirs, des fétichismes par exemple, des traits physiques particuliers, des pratiques sexuelles même. Je préfère la masturbation de mon clito qui m'apporte un orgasme plus précis que celui plus vague et psychologique d'une pénétration vaginale exécutée avec un membre de bonne taille. Donc, préférence de cette pratique sexuelle que je place avant une autre, pour revenir à la définition même du verbe préférer. Autour de mes 20 ans, je me souviens avoir répondu à un vox populi en sortant du métro Mont-Royal. La télévision était le média visuel dominant à cette époque, l'Internet n'étant pas encore utilisé par monsieur, madame, tout le monde. Un reporter assigné à ce genre de topo express de l'opinion de la masse m'avait abordé pour me demander quelle partie du corps je préférais chez mon partenaire. Et à cette époque, étant en relation monogame avec un homme dont j'aimais beaucoup la chute de rein, une partie du corps habituellement soulignée chez les femmes, c'est ce que j'avais répondu, en mimant même un geste pour imager ce creux que j'appréciais. Une de mes sœurs était tombée sur le clip de ma réponse qui avait été intégré au montage de l'émission, et elle s'était bien foutue de ma gueule. Celle que je suis aujourd'hui ne répondrait plus la même chose, évidemment. Mes expériences se sont accumulées et ont provoqué une variation de mes préférences, mais aussi et surtout une capacité d'adaptation de ma part. Et c'est ce que je répondrai à ce reporter. Mes préférences sont multiples, mais elles ne me limitent pas. Par exemple, malgré ma préférence pour un sexe féminin épilé encore à ce jour, j'ai été en relation plus dédiée pendant 2 ans avec une femme dont le mont de Vénus et les lèvres étaient couverts de poils qu'elle taillait soigneusement. Un sexe que j'ai eu beaucoup de plaisir à caresser et à lécher et qui faisait mouiller le mien à tout coup. Autre exemple, mon dernier partenaire au masculin avec qui je fus dans une connexion long terme avait une dysfonction érectile. Alors malgré le fait que son sexe bandé me remplissait plutôt bien pour cause d'épaisseur plus élevée que la normale, il fallait surtout d'abord que ses corps caverneux soient gorgés de sang et le demeurent, ce qui était rare et compliqué. Mais quel maître du doigté de mon clito fut-il? Voyez-vous, une préférence prit le dessus sur une autre, maître ou déçu. Les préférences pour sélectionner nos partenaires intimes, elles peuvent être d'ordre physique, psychologique, mais aussi matériel. Je préfère un individu qui a un lieu de vie à elle, qui nous assure une intimité, donc pas de partage de l'espace avec un coloc par exemple. Et à ce sujet, je préfère également un lieu de vie propre et ordonné qui apaise ma vigilance et me permet une détente et un laisser-aller. Récemment, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme magnifique, mais qui vivait dans un lieu dans lequel je ne nous voyais pas partager d'intimité physique nulle part, ni dans son lit, ni sur son divan. Je ne nommerai pas les raisons par souci de respect à son égard, mais disons que ces faits ont pesé dans la balance de la diminution de mon attrait pour elle. Une préférence peut être partager un repas avec quelqu'un et ne pas aimer comment notre partenaire mastique. Ce peut être découvrir que ses mains sont sèches quand, comme un de mes amis, on les préfère douces. Ce peut être le port de lunettes qui nous fait craquer, comme cela produit son effet pour un autre de mes amis. Une préférence, ce peut être jusqu'au ton de la voix, les sons produits par notre partenaire dans l'intimité, comme cela le fait pour ma nouvelle amie C. Une préférence qu'elle m'a nommée
pendant l'une de nos conversations et qui m'a permis de découvrir le terme oralisme pour décrire cette préférence que l'on désigne comme un fétichisme sonore. Cette nouvelle amie, elle débute ses explorations. Alors j'ai cru bon vous offrir une conversation nous impliquant au sujet de ses fameuses préférences. Je l'ai dit, C est une nouvelle amie. Donc, j'ai repéré chez elle des qualités d'être qui m'ont fait vouloir lui accorder du temps et de l'espace dans ma vie. Sa grande générosité, par exemple. Une générosité matérielle, mais surtout une générosité spirituelle, émotionnelle. C est arrivé chez moi avec un pain à la citrouille fait maison lors de notre première rencontre entre amis fixés. Ce jour-là, j'ai voulu nous servir des figues fraîches, mais elles étaient très sèches au final. Alors, j'ai pensé à les jeter, ce que je ne fais pour ainsi dire jamais, jeter de la nourriture. C a interrompu mon geste, m'a dit « Donne-les-moi, je tenterai de faire une confiture ». Et quand, à mon tour, je me suis rendue chez elle une semaine plus tard, elle m'a tendu un petit pot de cette compote de fruits en me disant « Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voici. » Oh là là! Ce genre de qualité d'être, je dis oui 1000 fois. Alors voici à nouveau un entretien, cette fois entre cette nouvelle amie et moi, à propos des préférences. Bonne écoute. Alors bonjour, aujourd'hui on est en présence, présence c'est un peu étrange de dire ça comme ça parce que tout se passe en virtualité dans vos oreilles, mais on est avec mon amie, on va la désigner comme étant C, donc c'est son initiale, elle est confortable avec ça. Je vais juste vous expliquer un peu peut-être notre rencontre à C et moi qui s'est passée assez récemment. Je l'ai mentionné, notre amitié, elle est nouvelle dans ma vie. Et puis, on s'est rencontrés au début du mois de janvier par un partenaire que j'avais à ce moment-là et qui avait rencontré ici sur une application de rencontre. Et elle voulait vivre un jeu BDSM plus structuré. Et le partenaire que j'avais me suggérait d'être la co-dominatrice, si on veut, dans la scène. Et donc, après cette rencontre-là, C et moi, on est restés en contact. Surtout à cause de mon projet créatif que j'avais mentionné cette soirée-là. C'est écouter le contenu, a commenté mon contenu et de là, notre amitié est née. Puis tranquillement, c'est ça, les rencontres ont fait en sorte qu'on réalise qu'on a une belle compatibilité. Donc, bonjour, C. Bonjour. Bien heureuse que tu aies accepté de faire cet entretien-là avec moi aujourd'hui. Au sujet des préférences, mais avant de passer au sujet comme tel, on va surtout apprendre d'où tu viens, qui tu es. Donc, est-ce que tu voudrais nous dire un peu quel est ton parcours, ton rapport à l'intimité et bon, quel âge que tu as environ? Tu n'es pas obligé de nous donner ton âge précisément, mais vas-y avec ce que tu te sens confortable de nous donner comme information. Très bien, plaisir. Je suis au début de la cinquantaine. J'ai une éducation sexuelle très ouverte dans un milieu très aimant. Ma mère, en particulier, tenait beaucoup à ce que je connaisse les choses. Il était peut-être pas, il y avait peut-être pas le consentement dans le vocabulaire de l'époque, dans les années 70, mais ils m'ont vraiment inculqué des valeurs d'ouverture, puis d'être capable de ressentir ce que je ressens dans les relations que j'allais avoir avec les hommes, là, ce qui se posait quand même à l'époque, mais même aussi si j'avais une autre orientation sexuelle. Donc, j'ai eu, je pense, là-dessus un bon départ. La sexualité est arrivée quand même plus tard, moi, vers la fin de l'adolescence. J'ai eu quelques partenaires, vraiment, je dirais peut-être juste 3, 4, 5, 6, pas beaucoup. J'adore le fait que le chiffre ne cesse d'augmenter. 3, 4, 5, 6. Peut-être 10, mais bon. Et j'aimais vraiment la sexualité quand même, je pense, dès le départ. Et j'ai rencontré donc un homme qui est encore mon partenaire. Donc, je dirais que ça fait pratiquement 35 ans qu'on est en couple. Au départ, il y avait vraiment une symbiose sexuelle entre nous deux.
mis à part le fait quand même que mon partenaire a vraiment moins de libido que moi. Puis ça, c'était là vraiment dès le départ. Là, on parle d'une relation début vingtaine. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à cette époque, j'ai vraiment eu des grandes réflexions. D'ailleurs, j'en avais même discuté avec ma mère, à savoir est-ce qu'on allait être capable si j'allais être capable de passer par-dessus ça. Puis c'est comme un choix que j'ai fait quand même, comme j'étais avec un amant que je trouvais merveilleux pour moi. Et il y avait aussi toutes les autres sphères de la vie, donc que ça, j'en ai pris mon parti, avec certaines quand même périodes de vie où j'étais un peu plus frustrée sexuellement. Mais bon... Par ton choix, en fait, de te consacrer à cette monogamie-là et cette exclusivité-là avec ce partenaire de vie-là. En fait, pas tant là-dessus. En fait, ma frustration était parfois du fait que mon amoureux a vraiment moins un désir sexuel moins fort que moi. Mm-hmm. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de demander, mettons, puis d'avoir des refus, j'avais à un moment donné, j'ai décidé comme que je faisais plus d'avance. Fait que là, il y a eu des périodes quand même, donc avec avec vraiment des rapports très espacés. Mais à parler avec d'autres gens qui ont vécu des couples très longs comme moi, c'est sûr que je suis pas la seule, mais donc pour moi, ça crée quand même une certaine frustration. Donc, un rapport, c'est ça, il y a eu ces époques-là, mais quand même avec toujours des belles retrouvailles à certaines périodes de notre vie. Et par le hasard de la vie, il y a 1 an et demi, on s'est retrouvés en voyage et on a eu, dans une soirée très festive, l'occasion d'avoir une expérience à 3 avec un autre homme, un homme plus jeune. Et ça a vraiment comme excité mon amoureux. Il me l'a proposé. Sur le coup, moi, j'étais comme un peu surprise que ça arrive là. Puis finalement, j'ai accepté. Et alors, ça a été une nuit quand même super agréable. Et on a remis ça à 2 reprises dans ce voyage-là. Et c'est comme si ça avait ouvert... ça avait comme ça avait comme réveillé à quelque part ma pulsion sexuelle et après ça on dirait que j'étais pas capable de revenir en arrière. Faut dire aussi ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est sûr que donc je viens de passer le cap de la cinquantaine, puis il y a 2 ans j'ai vraiment fait comme des bilans de vie en réfléchissant et j'avais quand même un regret par rapport à ma vie sexuelle, dans le sens que c'était peut-être le seul pan de ma vie où j'avais l'impression que je m'étais pas réalisée et pleinement. C'est comme si j'avais pas eu la vie sexuelle dont j'avais rêvé. Ouais, que tu n'étais pas allé au bout de ce potentiel-là dans toi, de ce que tu ressentais que tu pouvais vivre. Exact. C'est comme expérimenter. si je questionnais ce deuil-là. Puis quand je le mettais dans la balance de ma vie familiale, de mes enfants, des réalisations dans ma carrière, moi, je me disais quand même que je faisais un bilan positif, mais c'était quand même un regret. Et ce qui fait que ces expériences-là sexuelles qu'on a fait un peu dans l'enthousiasme, dans ce voyage-là, on a eu de grands questionnements. Puis j'ai pu avoir plus d'honnêteté dans les discussions, parce que même si on est un couple où on avait une certaine ouverture dans ce où on communique bien, il y avait quand même toujours un peu de tabou sur notre sexualité, je crois. Okay. Et voilà que là, tout d'un coup, on s'est beaucoup remis en question. Il était question qu'on se sépare aussi. Oui, parce que là, je veux juste t'interrompre, mais oui. Parce que c'est pas, t'as précisé que c'était pas juste, en anglais, on dit un one-off, que c'était pas juste une expérience, que vous l'avez fait à 3 reprises, en fait, avoir une relation avec un autre individu pendant ce voyage-là. Donc, veux pas, entre les expériences, vous avez dû en parler assez pour décider d'avoir une 2e expérience et puis une 3e. Donc, les conversations se sont vraiment amorcées dès le lendemain, j'imagine, de cette première expérience-là. Et là, le remue-ménage dans votre union a commencé à ce moment-là. Oui, je dirais même, entre ces événements-là, ça a été un peu comme, au début, il y avait comme une euphorie d'essayer quelque chose, et comme ça nous a énormément excités, donc on était vraiment sexuellement très enthousiastes, juste même l'un avec l'autre quand on était ensemble. Mm-hmm. Tu sais, j'avais jamais vécu, mettons, j'avais jamais porté de lingerie, tout était comme nouveau pour moi et pour lui, et c'est ça. Mais comme après ces événements-là, il y a comme un moment où on s'est posé, on était encore en voyage, je me rappelle, on était sur le balcon d'une chambre d'hôtel, puis là
c'est comme si on aurait fait comme une radiographie de notre sexualité, mettons, des dernières 30 années. C'est ce qui fait que c'est là qu'on a remis en question puis on a parlé avec plus d'honnêteté, je dirais. D'honnêteté, de courage, parce que, oui. je veux dire, ça a dû prendre beaucoup de courage pour que vous ayez cette conversation-là ensemble. C'est ça. Et donc, au retour au Québec, ben il y a eu... je t'avoue que là, c'est ça, j'étais comme un peu en feu. Ça m'est arrivé de tomber sur une amie qui m'a avoué qu'elle avait ouvert son couple. Puis là, j'étais très envieuse de ce qu'elle vivait quand elle me racontait ses aventures. Et là, j'en ai parlé à mon conjoint. Lui, au début, il trouvait ça complètement fou, puis blablabla. Les choses ont évolué. Et de fil en aiguille, on a refait d'autres expériences de plus de type libertinage. OK. Pour finalement Est-ce que arriver... tu peux nous donner un petit peu plus de détails là-dessus? Ben, on a fait d'autres fois, à d'autres moments, des expériences à 3 ou des expériences à 4 avec un autre couple. On est allé dans les clubs, on a découvert ça. Ça a été par moments très confrontant. Ben, c'est surprenant au départ. Moi, je t'avoue que là-dedans, j'étais quand même assez... à l'aise. J'étais quand même assez excitée de tout ça, de, je sais pas, la nouveauté, la fête, se mettre belle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent qui rentrent dans l'expérience. Dans l'expérience. Même c'était, puis on a quand même tout le temps pris la bonne habitude de vraiment, je vais dire debriefer, mais on discute beaucoup après. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Parce que, tu sais, mon partenaire se demandait au départ si c'était caudaliste. Je sais pas. Candoliste. Candoliste, pardon. Et non, il n'y a pas de souci. Et pas tout à fait, finalement, parce que jusqu'arriver à l'époque, pas à l'époque, mais à l'étape d'ouvrir le couple, ça a été une grosse étape. Fait que ça a été, on avance, on recule, je veux pas, de part et d'autre. Je veux juste interrompre ici peut-être pour décrire le candolisme pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. D'abord, je vais orienter les nouveaux auditeurs qui n'ont pas vraiment écouté d'autres épisodes d'aller écouter l'épisode 2. Donc, je décris un petit peu plus le candolisme, mais en gros, c'est que un partenaire dans le couple, souvent l'homme, dans le concept du candolisme, parce que ça vient d'un roi qui aurait donné sa femme, ou en tout cas qui voulait que sa femme soit vue par d'autres hommes, et ça l'excitait. Donc, c'est ça l'idée du candolisme, c'est de voir sa partenaire intime, avoir une relation intime avec quelqu'un d'autre devant soi et ne pas nécessairement prendre part à cette intimité-là, outre le fait que d'observer. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ton partenaire s'est posé la question, est-ce que c'est ce qui l'excitait, mais finalement, c'était pas vraiment ça. Ça doit être vraiment juste le fait d'expérimenter quelque chose de nouveau avec toi, sexuellement, puis que là, quand vous avez commencé à vivre des expériences de libertinage, etc., vous avez eu plein de conversations pour comprendre un petit peu mieux vos préférences. Oui, tout à fait. C'est ça, on fait la boucle avec, mais on va revenir au sujet des préférences. On va conclure pour t'amener peut-être à aujourd'hui. OK? Donc, on va faire un petit bond dans le temps parce que là, il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers mois. Mais moi, dans le fond, quand on s'est rencontrés, là où tu en étais, toi, en tant qu'individu dans tes explorations, c'est que maintenant, tu utilises les applications de rencontres. Oui. Pour rencontrer des individus en dehors de ton couple, donc vraiment du seul à seul avec des partenaires masculins. Principalement. Oui, c'est vrai. Partenaire féminin, je serais pas fermée, mais c'est pas difficile. Arrivé. C'est plus difficile. Je te le confirme. Quand on va sur les applications de rencontre, là, en tout cas, je sais qu'il y a des applications qui sont vraiment spécifiques à l'homosexualité féminine, mais quand on est des êtres bisexuels, ça reste encore pas évident de faire des rencontres via les applications. C'est exact. Mais bon, OK. Donc là, c'est là où tu en es aujourd'hui. Donc, vas-y. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on plonge dans le sujet des préférences? Vas-y. Non, c'est ça, exactement. Les applications, j'ai donc un couple qui s'est ouvert et avec des règles qu'on a fixées. J'ai quelques soirs de liberté mensuels, donc à peu près, je dirais. Alors voilà. Puis parfois d'autres expériences de libertinage là où mon amoureux est présent.
Et ton amoureux de son côté a une partenaire intime de son côté, mais c'est une relation plutôt stable. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. C'est un détail, mais tu sais, ça fait en sorte que au travers de toutes les expériences, vous avez trouvé votre zone de confort. Voilà. OK. Bon, alors revenons au fait que toi, dans tes explorations, là où tu en es, c'est que tu peux explorer seul à seul. Et le sujet des préférences, on peut l'aborder de plein d'angles différents, mais on va commencer par l'angle de base. Je pense que la plupart des gens, quand le sujet des préférences est évoqué, vont penser au physique. Et donc, quand on utilise une application de rencontre, peu importe l'application de rencontre, le principe est toujours le même. On voit des photos, on lit une description et on décide de liker ou pas liker. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire quand tu fais ce processus-là? Moi, j'appelle ça éplucher des fiches. on épluche la marchandise disponible et on regarde les candidats potentiels. Donc, on examine, on étudie leur profil. Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire avec le filtre d'interprétation des préférences? Oui, ouais, c'est assez particulier, puis c'est un sujet quand même assez sur lequel je me suis beaucoup penchée en réflexion parce que moi, je me dis qu'il y a comme une injustice, mais c'est vrai qu'on le fait. Alors moi, je dirais que je recherche tout le temps quelqu'un qui, par rapport à la fiche, qu'est-ce qu'on a sur la fiche, par exemple, quelqu'un qui est plus grand et plus lourd que moi. Puis je me suis questionnée par rapport à ça, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as nommé dans un épisode récent. C'est comme si, en étant plus grand et plus lourd que moi, puis je précise plus lourd, je pourrais dire plus gros, par exemple, mais en tout cas, je sais pas si ça paraît mieux. C'est que... Tu vois, déjà, dans tout ce que tu viens de dire, il y a deux choses que tu as dites. Tu as parlé d'injustice, que le fait d'avoir des préférences, c'est comme s'il y avait une injustice qui s'installait. Et là, tu viens de dire que, je sais pas si ça paraît bien, tu sais, ou ça paraît mieux, ça c'était tes mots, de dire ça, tu sais. Puis c'est exactement pourquoi je veux qu'on en parle, parce que je trouve que cette espèce de sentiment-là de culpabilité qu'on associe au fait d'avoir des préférences, ça n'a pas lieu d'être. Puis on devrait le reconnaître, ça. Puis tu sais, en toi et moi, il y a toujours une façon de dire les choses. Puis ça, je le dis justement dans le segment d'introduction avant notre entretien. Tu sais, il faut toujours rester respectueux. Mais le fait d'avoir des préférences en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais OK, on continue, puis on va revenir plus à l'aspect philosophique un peu plus tard. Donc, je dirais qu'un homme plus grand, plus lourd que moi, c'est comme si ça me fait diminuer ma vigilance. Fait que ça me donne un sentiment de sécurité. OK. C'est ce que je crois. Ce que je peux voir sur une fiche aussi, c'est le sourire. C'est sûr que pour moi, c'est vraiment important, une belle dentition. Donc, si tu vois pas les dents, je te pose la question comme ça. Je demande. Ouais, tu demandes si vous avez un match. Des dents. Ah ouais. Hein? Je vais demander une photo des dents. OK. Donc, il n'y a même pas de rencontre si la personne te donne pas une photo des dents. Ouais, je devrais dire pas de rencontre, mais des fois, j'ai de la misère à tenir mes... Et voilà. On en vient à ça, encore une fois. Je sais pas trop comment dire ça, puis pas avoir de l'air méchante et injuste. Non, mais je sais pas si je suis trop accrochée, si je passerais par-dessus, mais je ne crois pas. Photo des dents, je dirais aussi pas de longue barbe, j'aime pas ça. Et un truc qui est peut-être pas physique, mais vraiment une préférence, si on parle d'appli comme tel, moi, c'est c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que j'ai vraiment de la difficulté à passer par-dessus quelqu'un qui fait énormément de fautes. Là, on parle de fautes d'orthographe sur son profil même. Là. Oui, ou qui m'écrit en faisant des fautes. Pour moi, c'est vraiment un turn-off. C'est comme si ça rend la personne moins sexy. Je le pardonne quand la personne est pas de langue maternelle francophone ou française. Mais les autres, pour moi, c'est vraiment un turn-off en termes de préférence. Puis je dirais, je sais pas si on a parlé de préférence physique, mais préférence tout court. Un homme qui mentionne qu'il veut être soumis, je sweep. Je dis tout le temps la blague à mon amoureux, ça aurait beau être Brad Pitt, je le sweep, là, je veux pas le voir. OK. Tu veux dire que tu le swipes? J'adore comment tu prononces le sweep. Je sweep. Ça, c'est une vraie francophone qui parle anglais. On aime ça au bout. À la base, je dirais ça. Pas de cheveux longs non plus. Ça, j'avoue que je n'aime pas.
Écoute, on pourrait continuer cette conversation-là, puis tu en Ouais. aurais d'autres préférences qui s'ajouteraient, je pense. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que on n'a jamais ces conversations-là, mais tu vois, du fait que tu commences toi-même à ouvrir cette espèce de zone-là dans qu'est-ce que je préfère, tu vois, t'en rajoutes une autre, et puis une autre, et une autre encore. Mm. Donc, on en a beaucoup plus qu'on pense à plusieurs niveaux. Donc là, on vient de parler de ce que tu vois sur les photos, Oui. OK, ce que tu lis sur les profils, ce que tu lis dans la communication. Et je suis convaincue que, continuons dans la communication. Disons que tu communiques avec un individu. Là, tu as parlé de l'aspect si la personne te révèle que cet individu-là est soumis de nature. Toi, tu vas remercier la personne, puis tu vas dire, tu sais, c'est pas pour moi cette dynamique-là, merci beaucoup. Tu sais, je te sais très respectueuse. Tu vas trouver les bons mots, puis tu vas être capable de fermer la porte avec douceur. Moi, Ouais. c'est ce que j'appelle Mhm. quand on met fin à la Oui. connexion, là. Oui. Euh, mais disons que dans la communication, tu trouves que la personne n'est pas assez généreuse. Donc, exemple, tu textes la personne au travers le chat de l'application, puis la personne prend 12 heures pour te répondre. Est-ce que pour toi, c'est important, ces choses-là? Tout à fait, vraiment. J'ai besoin. Ben ça, d'ailleurs, j'ai mentionné dans mes profils que je voulais quelqu'un d'attentionné. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne lisent pas les profils et ce qu'on recherche vraiment. Mm-hmm. Euh, Je suis là, certaine qu'il y a des femmes aussi qui lisent oui, pas, là. Tu sais, exact, là, on parle des hommes exact. parce Oui, que c'est oui, ce que oui. tu recherches, mais c'est ça. Mhm. Mais précisons que je pense que en général, les humains vont surtout se concentrer sur les photos, vont liker en fonction des photos, puis après ça, ben, ce qui est écrit, c'est un peu Exact. secondaire. Non, j'aime que la personne soit attentionnée dans la communication. Donc, en Euh, écrivant attentionner toi sur ton profil, tu t'attends à ce que la personne soit généreuse dans sa communication. oui, c'est ça. Mais c'est OK. pas toujours le cas. Puis c'est sûr, comme ça dépend, comme si j'ai un crush, des fois, je vais peut-être excuser la personne. Mais je voudrais une personne attentionnée. Pour moi, mais après, là, les vrais critères pour moi d'attirance, je dirais, c'est vraiment la voix. Dès que je peux entendre la voix de la personne, parce qu'en plus, si la conversation s'éternise dans le virtuel, j'imagine toujours une voix grave, parce que je suis vraiment attirée par des voix d'hommes graves. OK. Donc là, ça, Et je l'avais mentionné à l'introduction, mais dans le fond, toi, tu es quelqu'un qu'on pourrait déterminer comme ayant un fétichisme sonore, donc l'oralisme. Je trouve ça très intéressant. Puis en parlant avec toi, en fait, j'ai réalisé que moi aussi, j'en avais un. Ça m'est arrivé d'avoir un crush, pour reprendre tes mots, sur une femme dans le métro. Puis je l'avais abordé avec mon téléphone. J'y avais écrit une note sur mon téléphone. Puis le premier matin, on s'était pas parlé. Puis le deuxième matin, je l'ai recroisé parce que on faisait partie de la même routine là, du matin, le métro, les autobus, tout ça. mm-hmm. Puis la deuxième fois, elle a parlé et c'est comme si un miroir avait été fracassé à côté de moi tellement que sa voix était désagréable à entendre. Je comprends tout à fait. Et là, that's it, ça a été le crush est tombé là, comme au niveau -1000. Je comprends, c'est Ouais. ça. OK. Fait que je dirais ça. Puis ce qui va vraiment, vraiment m'attirer, puis ce qui va vraiment c'est vraiment la vivacité d'esprit, l'intelligence. Mais il y a différentes formes d'intelligence, mais je vais être sensible à ça. Quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui a de la répartie, quelqu'un qui a des choses à dire, qui est enthousiaste sur ses passions. C'est vraiment ce qui va m'accrocher, ce qui fait que je vais pouvoir passer outre à d'autres critères que j'aurais physiques, comment dire, que je pourrais faire des compromis, des beaux cheveux ou tu comprends ce que je veux dire, ou Ouais, donc un dans le corps fond, musclé là. ouais, c'est que là, est-ce qu'on est rendu aux critères de préférence que tu as quand tu rencontres la personne ou on est encore à la communication écrite? Est-ce que la personne, tu vas être capable de repérer son Oui, humour, sa oui, oui, répartie oui, dans la vraiment. communication par écrit? C'est OK. ça. Puis je me rends compte justement que les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui j'ai vraiment Concrétiser, là, la concrétisé une rencontre, ouais. relation, Ouais. c'est qu'ils m'écrivent pas allô toi ou Oh oui, ils sont pas dans la superficialité, non, là. c'est ça. Ils m'écrivent un vrai message. Je vois qu'ils ont lu Ton profil. mon profil, Ouais. puis qu'ils vont Ils faire sont attentionnés. oui. Et ce qui peut même arriver, tu sais, dans mon profil, je parle des auteurs que j'aime, puis quelqu'un qui m'a écrit justement la semaine passée, qui connaissait un des auteurs puis qui l'avait lui aussi apprécié. Ben, on dirait que j'étais prête. Je le regardais, puis c'était pas tant mon type d'homme, mais je le trouvais sexy parce que j'avais le goût de parler avec lui de ça. Puis je sais que ça joue beaucoup pour moi, ça. Ouais, Dans et la puis partie on moi. revient dans le fait que d'avoir des préférences,
il y a comme une hiérarchisation des préférences qui va s'installer aussi pour nous, tu sais, qui avons ces préférences-là. Donc, dans mon intro, j'en parle aussi, tu sais. Tu peux avoir une préférence physique, mais comme tu dis, si la personne intellectuellement va t'allumer, t'es prête à mettre de côté une préférence physique. Et pour une autre personne, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le physique va être vraiment au top de sa liste de priorités, puis ensuite de ça, ça va être l'intellect de la personne. Exact. Et c'est pour ça que c'est personnel, les préférences, et que, selon moi, on ne devrait pas juger défavorablement quelqu'un parce que cette personne-là a des préférences. Je pense que tout le monde a des préférences. C'est juste normal. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, moi, on a eu cette conversation-là, toi et moi, on est allé bruncher récemment, puis on a comme un peu touché au sujet, pas trop, parce que je voulais pas qu'on aille au bout de la chose avant d'avoir l'entretien d'aujourd'hui. Mais on a parlé du fait que, tu sais, quand on choisit un ami, ça je le précise aussi dans l'intro, on a des préférences. Et pourquoi ça serait correct d'avoir des préférences quand on choisit ses amitiés et ou quand on choisit un hôtel, un lieu de voyage, un repas. C'est vrai. T'sais, on a toujours des préférences. On utilise nos critères de ce qu'on aime beaucoup et de ce qu'on aime moins pour prendre des décisions. Et pourquoi est-ce que quand ça vient le temps de l'intimité, ça devrait être pas correct? Pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir coupable de ça? Parce que ça discrimine, parce que ça met les gens dans la catégorie du oui pour nous, puis dans d'autres gens dans la catégorie du non. Et pourtant, tu sais, je veux dire, ça va de soi, c'est dans la nature humaine, puis on devrait juste l'accepter, puis juste demeurer respectueux aussi. C'est vrai, mais mais on peut pas passer à côté. C'est sûr qu'après il y a des qualités qui se révèlent soit au niveau de la conversation, mais après en rencontrant la personne, pour moi de générosité, authenticité. J'aime pas les gens qui font de l'esbrouf ou j'aime pas les gens avaricieux. Il y a certains éléments où quelqu'un qui manquerait d'ouverture d'esprit ou qui serait méchant, ben là c'est un peu évident d'être méchant. Là, mais je veux dire, je m'attends à sinon, j'aurais pas le goût de revoir la personne. Mm-hmm. Ça, même si la personne est un fabuleux amant, mettons, au lit. Ouais, ben là, c'est justement, on est déjà à 25 minutes. Hein, je t'avais dit que ça passerait vite. Oui. Donc, allons à l'aspect physique quand on est dans l'intimité physique. Donc là, on a parlé des étapes des préférences quand tu es sur les profils. Ensuite de ça, ce qui t'amène à vouloir rencontrer la personne dans la réalité. Et là, qu'est-ce qui te fait vouloir aller de l'avant pour avoir de l'intimité physique avec la personne? Le profil m'a intéressé, puis la conversation m'a fait supposer, elle m'a comme allumé parce que la personne était vive d'esprit ou drôle ou que la conversation était équilibrée parce que ça aussi j'ai le goût qu'il y ait un vrai échange avec de l'écoute. Je vais avoir le goût. Physiquement, je peux avouer que j'aime mieux les pénis circoncis. Mais ça, je suis pas toujours à l'aise de demander. Mais ça, tu sais pas, exact. Là. Disons que tu es assis à la table, justement, est-ce que tu poses la question ou pas? Ben, dans les conversations j'allais dire par chat, excuse-moi. Non, c'est correct. Quand ça se peut, je le demande. Là, en même temps, c'est un peu malaise. Qu'est-ce que tu veux dire quand ça se peut? Ça se peut toujours. Ça se peut toujours poser la question, mais... Quand ça se glisse naturellement dans la conversation. Okay. Moi, ça, c'est une question que j'ai pour toi. Parce que là, tu sais, tu commences ces explorations, donc tu commences ces communications-là. Puis ça, est-ce que tu as l'impression que ta façon de communiquer a changé depuis tes débuts à communiquer sur les applications? En ce sens où est-ce que tu penses que tu es capable maintenant de mieux nommer les choses et de le faire plutôt que de prendre des risques, tu sais, puis d'aller dans la rencontre puis d'être déçu? Est-ce que tu es capable de nommer des choses au niveau de tes préférences maintenant? C'est vrai. Au départ, des fois, j'étais très gênée, puis je trouvais ça même difficile de répondre à des questions qu'on me posait sur mes préférences au lit, par exemple, quand il y a vraiment des gens avec qui la conversation va dans le détail sur ce qu'on veut pas, ce qu'on aime. Au départ, je trouvais ça très intimidant, mais finalement, je pense que c'est bien quand on passe par là, malgré que c'est peut-être à côté du sujet un peu, mais des fois, je trouve ça embêtant quand les gens font juste te renvoyer des questions et des questions. J'aime ça quand très c'est mécanique. Plus comme oui, c'est ça. Parce qu'on en a déjà parlé de ça, puis souvent on dirait que les gens ont leur script là, tu sais. Est-ce que tu aimes la pénétration anale? Est-ce que tu aimes être prise en levrette? Est-ce que c'est ça. Fait que j'aime ça quand les choses vont c'est plus fluide et c'est plus naturel.
Mais je dirais que, mis à part les affaires que j'ai dit, là, dents, grand, plus lourd, Pas de idéalement barbe longue, pas de pas barbe de longue, une mais belle dentition. idéalement un bon gros pénis circoncis. J'adore. Et pourquoi pas nommer ça dans le chat? Pourquoi pas? Et même, comme je le disais, essayons d'évoluer pour être capable de nommer ces choses-là sur notre fiche descriptive. Écoute, dans certaines applications, on nommera pas, mais on va la nommer quand même, mais Field ou Tinder, je veux dire, on se le cachera pas. La plupart des gens sont là pour avoir de l'intimité physique et sexuelle. Donc, je veux dire, ça serait tellement plus simple si on pouvait tout simplement dire ces choses-là dans notre fiche descriptive. Bien que la plupart des gens ne lisent pas les fiches descriptives, au moins, on pourrait les orienter là et dire, as-tu lu ma fiche? Ça, je le fais souvent. Ouais, je sais, mais tu mets pas cette description-là, tu mets pas ce critère-là de préférence dans ta fiche d'un beau gros pénis circoncis, s'il vous plaît. Mais il y a des fois que j'avais marqué, il y a un certain moment, j'avais marqué, mettons, gâté par la nature. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est sûr que quelqu'un qui aime beaucoup son pénis de 5 pouces en érection va dire, moi, je suis gâté par la nature. Tu sais, je veux dire, et c'est là où il faut faire attention parce que tu vois, je reviens à ton critère de attentionner. Toi, ton interprétation d'attentionner, c'est un peu ce que tu nous as dit. Tu veux que la personne dans la communication soit généreuse au niveau de l'échange, ait lu ton profil, s'intéresse à toi. Mais quelqu'un va lire attentionner puis il va pas nécessairement interpréter ça comme ça. Donc, je le disais dans l'introduction, mais nos mots, c'est vraiment comme des formules mathématiques. Tout ce qu'on va écrire va être interprété, puis il faut essayer de trouver une interprétation, en fait, plutôt des mots qui sont le plus universels et le plus précis possible pour contrer toute la multiplication des interprétations possibles. Et c'est ça, moi, personnellement, que je trouve compliqué, si on veut, parce que oui, il y a tout le temps des filtres d'interprétation, que ce soit des filtres culturels. C'est vraiment très, très vaste, là. c'est vrai. Mais on dirait qu'avec le temps, on développe quand même un certain instinct, puis il faut se faire confiance dans notre ressenti, nos impressions dans la discussion avec quelqu'un. Puis moi, j'hésite pas à demander qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, en tout cas. Et c'est très important. Tous les acronymes, par exemple, sur certaines applications, au début, j'y comprenais vraiment rien. Ouais. Puis tous les termes, parce que tu as mentionné que j'avais fait de l'exploration BDSM, c'est vraiment au tout début. Puis même là encore, quand on me demande si je suis ci ou si je suis ça, même si quelqu'un m'a déjà mentionné une définition d'un terme, je leur demande à la personne qu'est-ce que tu entends par là, qu'est-ce que tu veux dire. Exact. Puis je recadre des choses aussi par rapport à mon expérience pour que la personne qu'on se soit bien compris. Oui. Ou je vais nommer une expérience que j'ai trouvée désagréable pour qu'ils comprennent pour moi c'est quoi quelqu'un de exemple comme tu mentionnais, je cherche quelqu'un d'attentionné, si on a de l'intimité ensemble puis que tu m'écris pas un petit bonjour bonne nuit dans les 12 heures, pour moi, t'es pas attentionné, là. Après mon départ, exemple. Oui, définitivement. Fait que ça, je peux des fois dire, regarde, telle personne que j'ai rencontrée, ça a pris 2 semaines avant qu'ils me disent allô, moi, cette personne-là, désolée, elle a pas passé. Bonsoir. Elle a pas passé le test, là. Pour la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau des préférences, la personne n'a pas été, c'est ça. dans l'action que toi tu préfères. Écoute, mais en fait, quand je te parlais juste pour revenir à l'affaire de d'idée d'injustice qui me questionne, mais c'est vrai qu'on le faisait aussi quand on rencontrait dans les bars plus jeunes, dans les années 80. Mais on peut encore rencontrer dans les bars. Oui. Je veux juste te le dire, là, c'est encore possible. Oui, j'espère bien. Mais c'est ça, c'est comme le côté où une certaine, ce que les gens considèrent comme une espèce de beauté, mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde trouve, chaque torchon trouve sa guenille, comme disait ma mère. Oui, une expression très québécoise. Oui, donc, pour nos auditeurs français, là, allez chercher ça. Chaque torchon trouve sa guenille. Mais c'est ça, des fois d'avoir l'impression que on passe peut-être à côté de des gens merveilleux, mais juste parce qu'il n'y a pas le premier oomph. Moi, j'appelle ça d'avoir le oomph. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, il y a quelque chose de... Ça, c'est notre instinct animal, en fait. Hein? Puis la nature fait bien les choses. La nature va nous orienter vers nos potentiels reproducteurs. En fait, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, ça va au-delà même de, mettons, notre rationalisation de ce que nous préférons. C'est vraiment de faire comme,
la personne a un petit je ne sais quoi Oui. que je veux aller goûter, toucher, explorer. Et ça dépasse l'entendement, là. C'est vraiment quelque chose de très instinctif. C'est vrai merci. qu'on en a plein. On a même, tu sais, on en a évoqué quelques-uns, mais même le style va jouer, tout ça, quand on rencontre. Tellement. Il y a tellement de critères de préférence différents. Puis je pense que je vais conclure l'épisode 27 avec peut-être un petit tour de piste de tout ça. Mais écoute, je dois interrompre l'entretien. Comme je te disais, tu vois, ça passe vite. On a déjà débordé. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer un peu comment toi, tu vois ça, les préférences dans ton processus d'exploration. Et puis, voilà, on va se reparler bientôt, toi et moi, très assurément. Avec plaisir. Yay! Je conclurai cet épisode mettant de l'avant les préférences, portant au devant ce sujet, par préférence justement, tout comme l'étymologie de préférer nous l'a confirmé plus tôt, de tous les sujets possibles. J'ai porté ce sujet au devant de tous les autres à explorer et découvrir, par choix. Avoir des préférences, c'est une étape nécessaire pour faire des choix. Nos préférences nous viennent d'expériences, de constats, de désirs. Bien sûr, puisqu'il est question d'intimité, il me faut préciser que j'espère que vous me connaissez assez par maintenant pour comprendre que si ces préférences intimes signifient ne pas respecter la dignité d'un autre individu ou d'un autre être vivant, d'imposer sa préférence ou d'agir de manière qui pourrait mettre en danger un autre être vivant, que nenni. Non à toute préférence qui causerait un tort intentionnel physique et ou psychologique à un autre être vivant. Une préférence pour un échange sexuel violent sans consentement, par exemple, ou une préférence pour agresser des enfants ou des animaux. Gros, non. Mais sinon, quand vient le temps de partager de l'intimité physique et émotionnelle avec d'autres humains, nous utilisons notre bagage existentiel pour en venir à cette décision, basée sur nos préférences physiques, sur nos préférences en lien avec la personnalité des partenaires, si la connexion n'en est pas seulement une d'un soir, sur nos préférences de pratiques sexuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte et donc comptabilisés en quelque sorte pour arriver à cette décision du oui ou du non. Est-ce qu'il y a potentiel à une connexion avec cet individu, croisé au hasard de la réalité ou de manière virtuelle si nous utilisons une application de rencontre, par choix? Des choix, je l'ai dit en entretien avec mon ami C. Nous en faisons constamment dans nos vies, à tous les jours, minimalement pour nos repas, pour nos activités de ce jour ou notre niveau d'engagement dans les relations que nous cultivons au quotidien. Mais encore une fois, puisque mon projet Balado se consacre à l'intimité, gardons en tête que, comme pour d'autres aspects de l'intimité, si nous choisissons le respect, si nous portons au devant cette valeur au-dessus des autres, pour décider du comment agir avec les individus avec qui nous débutons une connexion ou avons une connexion existante, d'exprimer nos préférences ne peut pas faire de tort, au contraire. De connaître nos préférences peut nous aider nous-mêmes à prendre des décisions éclairées, mais également cela peut aider les autres avec qui nous entrons en connexion à mieux comprendre ce que nous aimons beaucoup et ce que nous aimons moins. Et s'ils sont curieux, ils peuvent demander s'il y a un pourquoi. Pourquoi as-tu cette préférence d'un homme plus grand que toi, par exemple? Pour me sentir petite et enveloppée, que je répondrais. Parce que par la dynamique avec un partenaire intime ou masculin, c'est ce que je préfère ressentir. De nous connaître permet ce genre de réponse. Mieux comprendre nos préférences nous permet de mieux les communiquer, en incluant également une petite explication de leur pourquoi, si cela est possible. Parce que bien sûr que certaines de nos préférences ne le sont pas possibles à associer avec une raison précise. N'empêche, il en revient toujours à nous de respecter les autres assez pour utiliser nos mots avec le plus de considération possible quand vient le temps d'exprimer ce que nous portons au devant pour tout ce qui a trait à l'intimité. J'ai espoir que le respect ne soit pas une préférence. J'ai espoir que le respect soit un fait immuable par toute son universalité. Il y a chaussure à notre pied, ou,
comme mon ami C l'a si bien dit, chaque torchon trouve sa guenille. Cela dit avec le plus grand respect, toujours.